Bonjour Michel Cotta, ravi de vous accueillir. Bonjour. Évidemment, vous êtes l'éditorialiste politique que l'on connaît. Vous avez dirigé Radio France, vous avez dirigé la Haute Autorité de l'Audiovisuel, vous avez dirigé plein de choses et vous êtes toujours passionné par la vie politique. Vous le faites dans un livre, on va en parler dans quelques instants. Mais la politique française vous étonne toujours ? Oui, ça m'étonne. Par exemple, je n'imaginais pas une seconde que la situation à l'UMP deviendrait aussi volcanique. Je voyais bien qu'il y avait des problèmes, mais donc ça m'a vraiment étonné, comme ça a étonné d'ailleurs et les militants de l'UMP et la France entière. Vous êtes étonné finalement que des hommes ne soient que des hommes ? Oui, c'est ça, mais c'est plutôt... alors, c'est à la fois... Je suis étonnée, mais c'est l'attrait des choses. C'est-à-dire que au milieu des idées, les hommes sont importants et même essentiels. Donc ce qui est toujours drôle, c'est de voir le cheminement des gens, leurs hésitations, le moment où ils deviennent complètement fous furieux et décidés d'aller jusqu'au bout. Copé-Fillon, c'est une guerre d'ego, c'est ça vraiment ? Non, je pense que c'est une guerre. Il y a effectivement deux lignes quand même, un peu différentes, même si Jean-François Copé s'efforce de la cacher maintenant. Enfin, il y a quand même une ligne, mettons, plus ouverte sur les thèmes du Front National, sans vouloir conclure d'accord avec le Front National. C'est l'idée de Jean-François Copé. Et puis, il y a une idée plus large, plus unitaire, où François Fillon dit moi, il faut prendre des gens au centre et même peut-être à gauche. Bon, ça, on voit très bien qu'il y a une politique un gaullisme plus social d'un côté et de l'autre côté quelque chose de libéral et de droite libérale. Oui. Hervé Morin, qui était sur ce plateau hier, disait sur notre antenne, il y a une sorte de porosité avec les thèses de Vichy dans une partie de la droite républicaine. Il y a une porosité quand Jean-François Copé publie un livre qui s'appelle La droite décomplexée. Il veut dire, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on est à droite, pas avoir honte de dire que l'immigration, ça suffit, pas avoir honte de dire il faut une gestion, il faut refaire le code du travail, etc. Donc c'est ça la droite décomplexée. Avec Fillon, c'est une droite qui l'est moins et qui se sent avoir plus de volonté œcuménique que ne l'a Jean-François Copé. Alors, par rapport à tout ça, évidemment, là on parle de votre livre, Le Rose et le Gris, publié chez Fayard, évidemment, c'est les débuts du quinquennat de François Hollande, l'homme que l'on n'attendait pas, le président normal, vous racontez évidemment tout cela. Il se réjouit, j'imagine, aujourd'hui de ce qui se passe à droite. Il se réjouit, mais il sait très bien que, comme d'habitude, les choses peuvent tourner autrement. Là, pour le moment, on voit une pagaille, on voit peut-être une scission à l'UMP. En tout cas, il y aura peut-être une surenchère des différents leaders de l'UMP pour montrer qu'ils sont le meilleur adversaire de François Hollande. Donc, peut-être il aura devant lui une droite d'autant plus hostile qu'elle est divisée. Oui, et une droite droitisée en quelque sorte. Ça peut être l'avantage finalement de François Hollande, d'avoir une droite vraiment qui s'assume. C'est un avantage et c'est un inconvénient. Un avantage parce qu'effectivement, ça laisse plus de place à une social-démocratie, on est bien d'accord. Mais une droite décomplexée, ça attaque beaucoup et tout le temps. Et donc peut-être que cet ennemi-là est aussi plus retors et plus efficace qu'un ennemi œcuménique et cherchant, comme lui le fait d'ailleurs, la synthèse. Oui, l'homme de la synthèse, le président normal. Vous racontez ses débuts. Donc le titre du livre, c'est Le Rose et le Gris. Ça veut dire qu'il y a le rose, mais très vite, il y a eu le gris. Oui. Les sondages en berne, pas d'état de grâce, et puis des couacs à répétition. Alors, moi, je m'arrête. J'ai fait le livre porte sur les 4 premiers mois, les 5 premiers mois. Alors, il y a 3 mois qui sont effectivement 3 mois très roses. C'est le début, c'est l'été. Tout lui réussit, tout réussit au gouvernement. Le sommet de Bruxelles se passe assez bien. Le baptême international aussi. À l'intérieur, les premières mesures sont prises et elles sont dans le droit fil de ce qu'il a promis aux élections, donc ça va très bien. Et ça se gâte autour du 15 août. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a véritablement, comme on l'a dit parfois dans la presse, une espèce de bronca contre Hollande ? Oui, bien sûr, mais je crois que l'origine, c'est quand même les premiers chiffres du chômage publiés fin août, qui sont mauvais, et le chiffre de la croissance. Et immédiatement, alors, une interrogation sur mais le changement c'est maintenant, mais le changement c'est nulle part, etc. Donc, comme
la situation de crise ne permettait pas d'état de grâce. D'ailleurs, on n'a pas senti qu'il y avait un état de grâce tout de suite autour de Hollande, mais comme la crise se rappelle au gouvernement et au président, on se dit alors ce changement, à quoi servait-il? Voilà, c'est le déficit, enfin, c'est la campagne électorale qui fait croire toujours que tout peut changer, c'est même les slogans, et puis quand on arrive au pouvoir, on s'aperçoit que tout est plus difficile que cela à changer. Alors, vous racontez l'épisode Trévillers, vous racontez évidemment le tweet, vous racontez un certain nombre de choses. Alors j'ai essayé de ne pas faire que ça, vous voulez, oui, parce que je voulais faire un livre politique, mais malheureusement on ne pouvait pas parler de politique. Mais une difficulté d'assumer la fonction pour le nouveau président, une espèce non, de... aucune. Moi, je n'en sens aucune. Ouais. Il s'est toujours attendu à ça. Simplement, il a effectivement un physique un peu ironique, espiègle, rond par moments, qui fait qu'il peut donner peut-être l'impression qu'il n'est pas... mais enfin, est-ce qu'il faut être grand pour être président de la République? Je vous dirais non. Nicolas Sarkozy a montré le contraire. Oui. Voilà. Non, je pense qu'il n'a pas de difficulté. L'expérience que ses adversaires lui ont toujours... Non, je pense que c'est pas la fonction qui est... c'est pas l'exercice c'est pas la fonction elle-même qui est difficile, c'est l'exercice de cette fonction dans un monde où... encore une fois, la crise est présente. Regardez les chiffres du chômage. C'est bien de dire on fera baisser le chiffre du chômage, mais il augmente. Le chômage est à 3 millions. C'est vraiment des problèmes difficiles. Et je pense que sur ces problèmes difficiles, à force de rechercher une synthèse, effectivement, de temps en temps, il donne l'impression d'hésiter, et peut-être il hésite véritablement. Et c'est cette hésitation qui, je crois, explique le Hollande bashing, comme on disait. Oui, alors le Hollande bashing dont on parle, évidemment... Qui n'est plus le cas, parce qu'il a commencé, il a beaucoup baissé dans les sondages, et puis là maintenant il est stabilisé. Il est stabilisé autour de 50%, 49-50%. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus détestable. C'est les mesures attendues. On a évidemment beaucoup parlé des mesures d'augmentation de la TVA, de l'aide aux chefs d'entreprise. Est-ce que c'était ça qui était attendu? Je vais vous dire, il essaye de passer, je crois qu'il a deux convictions dans la vie. L'Europe. Il croit beaucoup à l'Europe, à la nécessité de l'Europe et à la nécessité de faire tous les sacrifices pour que l'Europe vive. Et la deuxième, c'est la social-démocratie, c'est-à-dire une social-démocratie à l'allemande, dans laquelle il y a une concertation sociale, un concert social autour de lui. Mais évidemment, en France, la France n'est pas habituée à ça. Et par conséquent, il a sur sa gauche une extrême gauche virulente qui ne veut pas de ça. Avec un Mélenchon terrible. Voilà. Et sur sa droite, évidemment, l'opposition qui n'en veut pas. Donc la voie de passage de la social-démocratie est effectivement très réduite en France. Mais c'est ce qu'il va essayer. Oui, c'est le gris qui va l'emporter, selon vous, Michel Cotta, non, quand vous parlez dans votre livre du rose et du gris? Oui, non, mais ça dépend, ça dépend sûrement de l'économie, du nombre de chômeurs dans les 2 ans. Lui, il mise sur les 4 ans qui restent devant lui. Et d'une certaine façon, il a raison. Maintenant, est-ce qu'on peut toujours s'en remettre à l'avenir, au fond, en disant mais la croissance va repartir, c'est un cycle de croissance qui va s'arrêter? Oui, c'est difficile. En tout cas, le projet est intéressant en France. Ce projet de faire une social-démocratie à l'allemande ou à la scandinave, avec reposant sur un pacte social, avec des partenaires sociaux, est intéressante. Merci, Michel Cotta. Le rose et le gris. Voici votre livre donc publié chez Fayard, Prélude au quinquennat de François Hollande, et on peut dire qu'on peut le regarder dans les 2 sens, effectivement, le rose ou le gris. Merci, Michel Cotta, d'avoir été invité TV5 Monde. Merci.